Je vais vous résumer ce livre, Les sources de l'alimentation humaine. On va parler d'alimentation idéale pour le plus grand nombre d'entre nous et on verra qu'il y a des surprises par rapport à ce que l'on pense savoir. On va poser un cadre en final dans lequel chacun pourra faire ses tests et travailler son ressenti. Bien sûr, tout ça, ça n'engagera aucun changement brutal, on en parlera, hein. Les changements sont toujours à faire avec modération. L'idée sera de pouvoir se connaître. Et on va surtout se focaliser sur l'assimilation, tout ce qui arrivera à nos cellules, sur les déchets issus des différents types d'aliments, et le bilan énergétique global, puisque c'est vraiment ce qui va être intéressant pour comprendre en final l'apport de telle ou telle catégorie d'aliments. Je vais vous présenter en finale tous les chapitres qui vont être issus de ce petit livre, donc 212 pages. Quand je dis petit, en fait, c'est écrit quand même assez fin, de manière assez dense, donc il est assez riche d'informations. Il est écrit par Désiré Mérien. Désiré Mérien, un breton né en 1935, qui a étudié à l'école normale de Vannes, au Morbihan, et qui a fait des enseignements scientifiques après à la faculté des sciences de Rennes. Il s'est rapproché des textes hygiénistes d'Herbert Shelton, et a beaucoup enseigné après un hygiénisme modéré qui favorise la santé naturelle. Il a animé beaucoup de séminaires dans le monde, que ce soit au Québec, à Paris et à différents endroits. Et il a un centre à Plumeur qui est toujours d'actualité. Donc je vous montre aussi la table des matières, hein. Je parcourrai la plupart des composantes. Vous pourrez faire une pause et regarder les différents éléments de ce livre. Alors, la première partie que l'on va aborder rapidement, c'est tout ce qui concerne la pollution des aliments. Il expliquera dans ces chapitres qu'effectivement, on a eu un appauvrissement des sols, qui en final avant étaient riches en humus. Maintenant, on a des sols très pauvres, mécanisés et avec des engrais chimiques. Et c'est une des causes des maladies de carence liées à cet appauvrissement des sols qui, en final, bien sûr, c'est ce qui est dans les sols qui se retrouve dans les aliments. Donc il va parler des engrais chimiques, des pesticides, des additifs alimentaires, en citant par exemple un décret de 1942 qui disait « Il est interdit d'ajouter aucun produit chimique aux denrées alimentaires et aux boissons ». C'était encore en vigueur en 1981, donc c'est la date de ce livre. Donc du coup on est face à un livre qui a maintenant 40 ans, hein. Donc on va voir que la plupart des choses sont encore valables, sauf peut-être évidemment certains chiffres sur des consommations qui vont être liées à cette année. Donc en final, quel comportement adopter par rapport à ces pollutions? En final, c'est toujours pareil, c'est se procurer des aliments le plus naturel possible. C'est assez simple, on le répète assez souvent, mais c'est sa conclusion là-dessus. En deuxième partie, cibler des aliments de haute qualité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire du jardin ou bio. Et quand on parle de qualité, on parle d'absence de toute nocivité, avoir des seuils acceptables. Et voilà, des fois, on voit bien que c'est un pari élémentaire, un peu dangereux de ce côté acceptable, parce qu'on n'a pas encore assez de recul pour savoir ce qu'il est et ce qu'il l'est moins. On parlera du coup des caractéristiques favorables de cette alimentation, hein, qu'elle soit visuelle, olfactive et bien sûr nutritionnelle, puisque la fonction première de nos aliments, c'est de nous nourrir, de nourrir nos cellules. Il parle aussi des qualités vitales, hein. Ce sont toutes les aptitudes à engendrer la bonne santé, puisque les qualités vitales de nos aliments feront une partie de notre énergie vitale in fine. Donc la qualité des aliments biologiques, ça sera surtout fait à travers, bien sûr, ce que l'on voit aujourd'hui, les différents tests. Maintenant, comme il dit, hein, le mieux c'est de pouvoir vraiment connaître les agriculteurs, savoir ceux qui pratiquent réellement du bio, et peu importe à la rigueur les logos, le mieux c'est de voir autour de nous les fermes et d'aller discuter avec eux. On retrouve ce conseil de bon sens aussi. Dans les caractéristiques favorables des produits biologiques, on a la partie nutritionnelle, hein. On va essayer d'éviter tout ce qui est excès d'azote, puisqu'en final cet azote va se retrouver avec des choses qui vont devoir être éliminées au niveau du corps et qui vont surcharger différents organes. On sait bien que des produits sont sélectionnés pour leur rendement, donc qu'on soit bio ou pas, un certain type
de pommes par exemple, hein, comme la Golden qui a que 8 mg de vitamine C, alors qu'on voit par exemple des rainettes grises qui en sont à 26. Donc voilà, on va aussi réfléchir à la sélection des produits pour les rendements. Bon, là encore, on peut varier aussi, hein. Il y a différents types de pommes, donc on peut aussi aller tester différents produits sans non plus se focaliser sur leur contenu. Le fait de varier sera intéressant. Voilà, donc il disait à l'époque, la bio, c'est une nécessité pour bien se porter aujourd'hui, donc à l'époque, et demain, ça sera une condition essentielle pour notre survie. Et je suis assez d'accord avec cette approche, hélas, même si le bio n'est pas exempt de polluants, et c'est bien évidemment la source alimentaire que l'on doit privilégier en termes d'apport micronutritionnel et en termes de polluants amoindris. Troisième partie, alimentation et maladies de dégénérescence. Là c'est intéressant parce qu'on va aborder bien sûr, quand on dit bêtement il faut manger ci ou il ne faut pas manger ça, là on rentre dans les explications du pourquoi. Dans ce chapitre il abordera la longévité humaine. En final on a une longévité humaine qui a augmenté, en partie grâce à l'hygiène et une baisse de la mortalité infantile, mais aussi grâce à une nourriture plus abondante et diversifiée. Donc ces choses-là se mélangent, se recoupent. Certains insisteront sur une partie, d'autres sur l'autre, mais les deux événements ont permis d'améliorer la longévité humaine. Les maladies dégénératives, par contre, un exemple qui peut être parlant pour beaucoup d'entre nous, le docteur Pottenger aux USA pendant 10 ans a regardé les chats. Et les chats alimentés d'aliments uniquement cuits, on avait une dégénérescence dès la première génération. Par exemple, on observait des caries et des chutes de dents. À la deuxième génération, on avait des malformations, au niveau de la mâchoire, au niveau des dents. À la troisième, c'était des avortements. À la quatrième, c'était des morts prématurées. Je pense que beaucoup d'entre nous, pour les plus anciens, on commence à savoir que les chats avant vivaient un certain temps. À la maison, on a beaucoup de chats et c'est vrai qu'on les voit partir à des âges qui sont de plus en plus, jeunes quand ils se retrouvent complètement dégénérés en final. Et voilà, les causes sont multiples, mais l'alimentation fait sûrement partie. C'est pour ça qu'on conseille l'alimentation plutôt crue et originelle pour les animaux aussi. En quatrième partie, il va parler des aliments de dégénérescence. En final, maintenant, on aborde tous les aliments et d'abord les aliments qui sont classés dans les aliments de dégénérescence et on va expliquer pourquoi. Typiquement les produits animaux. Première partie, la viande donne-t-elle de la force? Effectivement, c'est dans les lieux communs, on pense que manger de la viande, ça rend fort. Et là, c'est très intéressant de comprendre que la viande est une source d'excitation des terminaisons nerveuses, que ce soit au niveau de la langue ou sur les parois stomacales. Et ça provoque un sentiment d'euphorie, et cette stimulation du système nerveux va en fait apporter une grande consommation d'énergie. Donc à la fois on se sent excité et donc du coup plein de force, mais comme on est dans de l'irritation, on va perdre de l'énergie au niveau du corps. Et le bilan complet de la viande, il est négatif. On va consommer plus de sucre dans notre gestion de ce produit qu'on va en apporter. Bien sûr, il y a des protéines, on parle ici du bilan énergétique. La cellule se nourrit de sucre, donc la viande qu'on apporte un bilan négatif. C'est intéressant de l'avoir en tête. Et surtout, ces stimulations répétées vont provoquer une usure rapide des organes. C'est ce qui fait qu'on dit que c'est un aliment de dégénérescence. Quant à savoir si c'est un aliment nourrissant, eh bien, au final, le glycogène, par exemple musculaire, se transforme en acide lactique après la mort de l'animal, et c'est un poison pour nous. Donc, qui dit poison, dit le foie. C'est le foie, notre plus grand épurateur, donc c'est lui qui effectivement fera le travail. Quant aux acides aminés essentiels, qui bien sûr est un sujet fondamental et sans cesse répété, par exemple, Henri Dupin disait que l'organisme humain ne peut les synthétiser à un rythme suffisant. C'est quelque chose qui en final est discutable selon Désiré Mérien. Chez les carnivores pléthoriques, au final, ils sont devenus incapables de synthétiser ces acides aminés essentiels quand ils étaient en sevrage, parce qu'ils étaient habitués à avoir un apport et le côté pléthorique fait que l'organisme n'avait plus besoin d'en synthétiser.
Et par ailleurs, chez les sous-nutris, ils ne disposent pas des éléments nécessaires à leur élaboration. Donc c'est une discussion abordée dans ce livre sur le fait que, eh bien, en final, chez les végétariens et les végétaliens qui ont un régime équilibré, et on va en parler, une partie des acides aminés est fournie par l'alimentation et l'autre sera synthétisée. Quant à l'apport en protéines par jour, il va citer différents chiffres. On parle de 0,6 g par jour et par kilo de poids corporel. Certains vont dire jusqu'à 0,1 g. Voilà. Et ça commence à être accepté, on va dire, dans le milieu médical. On se rend compte qu'on a insisté sur des valeurs trop hautes au niveau des protéines. Et plus tard, on parlera aussi des protéines végétales, puisque sur ce chapitre, que ce soit végétal ou animal, on est sur les mêmes types de recommandations. In fine, un acide aminé, ça reste un acide aminé en élément de construction, donc c'est pas la peine d'en avoir tant que ça, et on verra les incidences sur le foie et les reins. Donc il parlera des végétariens et des végétaliens, en parlant au final de différents aspects sur ces protéines. Je vais passer. Ce qu'il dit en conclusion, c'est que la viande peut être définie comme un aliment de complément, de remplacement, de compromis, en se rappelant des risques de dégénérescence, mais certainement pas comme une base. Là encore, les personnes pleines d'énergie vitale et pléthoriques auront plus de facilité à supporter de la viande. Pour les gens un peu plus faibles et autres, la viande pourra des fois être à la fois utile pour apporter certaines choses à certains moments, mais pas la peine d'en rajouter au risque de voir au final des baisses d'énergie in fine. Parce que la toxémie interne, qui doit être éliminée rapidement, et bien au final, le travail répétitif d'élimination va entraîner des fatigues de certains organes et risquer des maladies dégénératives. Donc voilà, après, toxicité de la viande, effectivement il y a des additifs. Il parle de différents produits, d'acide lactique, de lécithine, des leucomaïnes, etc. C'est assez intéressant parce qu'en final on a une approche globale et on se rend compte qu'une fois de plus, la digestion elle est pénible à cause de tous ces produits. Et c'est le foie en première ligne qui va du coup se fatiguer. Un autre aspect, c'est qu'il est toujours dit que les bêtes doivent être reposées avant l'abattage, entre autres pour des résidus qui vont là encore être responsables d'acide urique par exemple, et des produits de... Donc voilà, le bio, pas bio, toujours pareil, si on peut avoir la chance de connaître notre viande, dans quelles conditions elle est faite, dans quelles conditions sont abattus les animaux, voire le faire soi-même, ce qui est encore une approche encore la meilleure pour ceux qui mangent de la viande, parce qu'en final, voilà, comme on dit, tu veux manger un poulet, va le tuer, va t'en occuper, ça montre déjà son engagement et on comprend mieux ce qu'on mange. Et cette notion de respect de l'animal, elle est fondamentale et ça se retrouve jusqu'à dans le produit qu'on va ingérer. Donc c'est important, je pense. Du coup, cet acide urique, le docteur Georges Guière, nous parle de cet aspect acide urique et on va retrouver les aliments qui sont en source d'acide urique aussi. Donc par exemple dans ce tableau que je détaillerai pas, mais on verra bien que l'acide urique, on va retrouver des éléments gênants dans la viande bien sûr, mais pas que. Que ce soit café, thé ou cacao, on en reparlera un peu dans les alcaloïdes, mais cette partie acide urique, on sait que les crises de gouttes sont très 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 pénalisantes, mais c'est que quelque part un signe un peu extrême de ce phénomène, et il y en a bien d'autres qui vont surcharger le foie, entre autres, donc ça peut être intéressant à prendre en compte. Donc il nous parle aussi des toxiques métaboliques. Au final, il faut savoir que tous les acides aminés doivent être repris par le foie. Ils doivent être débarrassés de leur azote pour pouvoir, en final, récupérer l'acide aminé et le reste, les déchets ou ce qui n'est pas acide aminé sera transformé en graisse et en sucre. Donc, les produits azotés, et il y en a plein, et bien au final, il faut bien les limiter aussi. Sinon, c'est un gros travail pour le foie et une élimination pour les reins. Et c'est pareil, les reins, plus ils travaillent, plus ils risquent d'être fatigués et de ne pas faire leur fonction sur d'autres aspects. Donc, un excès de protéines, c'est un excès d'acides aminés, et s'il y en a trop, elles doivent être détruites. Donc, on imagine le travail, et les produits de destruction, ça sera de l'urée par exemple, donc on va retomber encore sur acide urique, etc.
Donc ça, c'était les toxiques métaboliques. Il parle des toxiques digestifs. Là, on est principalement sur des associations alimentaires. Donc vous pourrez voir ma vidéo que j'ai pu faire aussi sur un des livres qui parle des associations alimentaires. Des bons produits mal associés peuvent avoir des toxiques digestifs assez gênants, avec entre autres, par résultat, des gaz, des problèmes d'aérophagie, etc. Après, la toxicité des viandes et des poissons, donc il dit que les abats sont nocifs et que les poissons sont très fortement putrescibles. Donc là encore, attention à la quantité et aux associations. En conclusion, les produits carnés usent le foie et les reins. À avoir en tête quelque part, le foie est bien sûr fondamental et il est en première ligne. Et les reins, on sait aussi que ce sont des organes qui sont capitaux, entre autres, ils hébergent les glandes surrénales, qui font fonctionner énormément de choses dans notre corps. Donc nos reins doivent être aussi choyés. Il va nous parler des sucres artificiels. Là aussi, j'ai un livre complet sur les sucres, donc je vais faire court pour ne pas être trop long. Notre consommation de sucre, elle a explosé, elle a doublé entre 1955 et 1980. Bon, le procédé naturel, en final, ancien, c'était la cuisson de certains produits sucrés, les faire macérer, et on obtenait un jus sucré qui du coup avait le totum du produit, qui pouvait du coup avoir les minéraux, qui étaient du coup assimilables et qui n'étaient pas un sucre rapide puisqu'il était complet. Donc voilà, on a une toxicité structurelle du sucre industriel parce qu'il est carencé, il n'a pas les produits en micronutrition, vitamines et minéraux, et du coup il va entraîner le fait que l'on puise dans l'organisme les vitamines et les minéraux manquants. C'est pour ça qu'il est déminéralisant et décalcifiant. Bon, et en même temps, il a une toxicité nutritionnelle à travers une irritation des muqueuses digestives. Et le foie encore va se retrouver potentiellement dépassé avec du coup un surmenage des reins pour éliminer les sucres inutiles. Rappelez-vous du diabète sucré qui avant a été goûté par nos médecins puisque ce sucre se retrouve directement dans l'urine. Donc c'est bien, le sucre on en prend, c'est un irritant, c'est un excitant, donc on a une phase qui nous fait dépenser de l'énergie en final. C'est paradoxal encore, parce qu'on est dans une phase euphorisante qui nous donne l'impression d'avoir de l'énergie, mais en fait on ne fait que jouir d'une déperdition énergétique. Ce qui est un gros paradoxe. Donc il va nous reparler bien sûr du diabète, de l'usure des reins, aussi de l'acide oxalique qui va pouvoir se retrouver donc dans une partie du chapitre qui va parler aussi de l'alcool, puisque l'alcool est classé dans les sucres. Il y a une partie d'évacuation plutôt par les poumons, mais l'alcool, son produit final, ce sont des sucres aussi. Donc gaspilleur d'énergie vitale pour tout ce qui est sucre industriel, présent dans beaucoup d'aliments. Donc voilà, méfiance sur cette partie du sucre, et j'en parlerai pas plus, son livre parle de plein d'autres aspects aussi. Donc les sucres artificiels sont des aliments de dégénérescence, ils concourent à la dégradation sanitaire des peuples qui les consomment abondamment. Il a un chapitre entier aussi sur l'alcool, en donnant quelques chiffres intéressants. Par ailleurs, on a l'oxydation, qui est la première voie d'élimination de l'alcool, et ça c'est limité à 80 mg d'alcool par kilo de poids corporel par heure. Et au-delà, le travail il est pour le foie et pour les reins. Donc bien sûr, ça ne réchauffe pas, ça ne donne pas de force. Donc il donne quelques détails là-dessus. C'est bien sûr pour lui un aliment de dégénérescence. Les alcaloïdes, qui est peut-être un peu moins connu et qui du coup peut être intéressant à aborder un peu plus dans le détail. Donc on va parler de ces produits qui en final demandent des préparations pour pouvoir être consommés, donc que ce soit le café, le thé, le tabac, le cacao, la coca, le cola et autres ne sont pas consommables à l'état naturel et vont demander des préparations. Donc ces alcaloïdes ont une double solubilité, à la fois dans l'eau et dans les graisses. C'est pourquoi ils pénètrent aisément dans tous les milieux de l'organisme humain, y compris les cellules nerveuses. Et là encore, c'est le foie qui est chargé de leur destruction, à un degré moindre les reins. Donc ce sont des poisons du système nerveux, et le système nerveux réagit face à l'agression. Donc effectivement, on a une impression de stimulation à travers cette irritation des cellules nerveuses.
ça provoque une dépense d'énergie, et cette énergie pourra manquer par ailleurs. Donc ces produits sont nocifs en général. Donc le café, il détaille les effets destructeurs sur l'équilibre nerveux, les impacts sur la pression artérielle qui peut augmenter, etc., etc. Donc on va avoir quelques détails sur ces différentes catégories de produits. Le cacao aussi, il y a la théobromine, c'est un poison nervin très dangereux. Donc le cacao, il a plein de qualités par ailleurs, on va trouver plein d'études, plein d'articles qui montrent les qualités, qui sont vraies par ailleurs. Je pense qu'il est utile de garder en tête que c'est aussi un poison nervin très dangereux. Pour le coup, on va peut-être intégrer le fait de varier un peu les apports et d'éviter d'en prendre tous les jours. Des choses un peu classiques dans les conseils de santé naturelle. Donc les préparations alcalorifères sont source de dégénérescence. Après, il parle des condiments et des épices. Bon, je vais faire très court. En final, il dit qu'ils ne sont pas forcément utiles. La plupart sont assez irritants. Le vinaigre peut être gênant quand on ingère des amylacés. Donc, au final, ce sont des choses qui ne sont pas utiles et certainement préjudiciables. Bon, là aussi, il y a des intérêts dans pas mal d'épices. Mais il y a aussi des inconvénients, donc à utiliser avec parcimonie. Donc, à la fin, il classe les aliments de dégénérescence en disant, bah voilà, c'est dans l'ordre qui vient d'être abordé ici, hein, du plus dégénérescent au plus acceptable, on va dire, ou au plus de compromis. Et justement, le chapitre suivant est sur les aliments de compromis. Alors les céréales, il y aurait beaucoup à en dire, et son livre rentre bien dans les détails pour expliquer pourquoi les céréales sont des aliments de compromis. En final, quand on dit on en a toujours mangé, il va rentrer dans ces détails en parlant bien que c'est un aliment de survie. Ça a permis à pas mal de civilisations de survivre. Mais à quel prix pour les générations suivantes? Les céréales, en final, sont source de différents problèmes, que ce soit l'acide phytique qu'il détaillera, que ce soit le gluten, que ce soit pas mal de choses. Le raffinage des céréales aussi, et j'allais dire surtout, mais les céréales raffinées sont vraiment gênantes. On a aujourd'hui des farines blanches dans tous nos pains industriels, et autres, on va retrouver la même chose que pour le sucre. Si c'est blanc, c'est qu'on a enlevé les vitamines, les minéraux, les protéines. C'est qu'on n'est plus dans de la micronutrition. Donc ça se garde mieux. La farine blanche, c'est bien, parce qu'au final, on a moins de lipides dans la farine. Du coup, elle rancit moins, donc elle se garde plus longtemps. Donc c'est bien dans des conditions de survie. Même pour un confinement un peu court, la farine blanche, c'est pas forcément intéressant. Donc il nous parle bien de ça et c'est vraiment intéressant de bien comprendre. Par exemple pour le pain, ça a été l'alimentation de plein de civilisations pendant longtemps, mais c'était un pain avec des farines qui n'étaient pas blanches et c'était un pain avec du levain. J'en ai aussi parlé dans différentes vidéos, donc j'en parlerai pas ici. Par contre, il dit que dans le pain industriel, on rajoute du malt, que l'on trompe le monde avec ce malt, parce qu'en final, on va avoir un brunissage accéléré de la croûte, caramélisation, réaction de Maillard, et au final, le pain ne sera pas assez cuit à l'intérieur. C'est ce qui fait que d'ailleurs, certains boulangers, et c'est le cas ici, va afficher mon pain vous paraît trop cuit, mais en fait, je cherche à le faire assez cuire pour qu'il soit plus digeste. Donc déjà, un boulanger qui fait du bon travail, au moins, en ayant bien compris ça. Donc le pain au levain, c'est un produit vivant, et c'est pareil, allez voir vos boulangers, discutez avec eux. On trouve de plus en plus maintenant le pain bio au levain. Il est vivant, il se conserve longtemps, il est intéressant pour le coup. Et ça évite de sortir tous les jours pour aller en chercher. Après, on n'est pas obligé d'en manger tous les jours, là non plus, c'est intéressant. Donc il nous détaille les farines, les T80, T45. Au passage, avant on parlait du blutage avec un pourcentage, maintenant on parle du T. Donc ce T veut dire, en fait c'est le taux de cendre minérale. Donc on fait une incinération de 100 g de farine, de type 80 par exemple, et il restera 0,8 g de cendre minérale. Donc le taux a priori le plus approprié reste la T80. On trouve d'ailleurs des baguettes T80 en boulangerie maintenant. Chercher qu'elle soit au levain, c'est encore mieux. N'oublions pas que le son ne fait qu'irriter la paroi intestinale. Là encore, on est sur le son c'est bien, le pain complet c'est bien. C'est bien pour exciter et accélérer le péristaltisme.
En final, c'est une grave erreur pour combattre la constipation, parce qu'on ne fait qu'accroître l'usure du système et puis la fatigue en final, à travers l'énervation qui va entraîner une baisse d'énergie. Et du coup, les fortes constitutions pourront faire ce genre d'écart très longtemps sans problème, les petites constitutions beaucoup moins. Donc là encore à prendre en compte. Il nous parle de la germination, en parlant que le blé germé, c'est une petite plante, et du coup, c'est plus une céréale. Et c'est intéressant, ça va être plus riche en protéines, avec moins d'amidon, c'est intéressant du coup pour nous. Ça se transforme en une plante, donc dans la catégorie, on va dire, plutôt des végétaux et des légumes que d'un céréale. Donc sa conclusion sur le chapitre, c'est que le blé, c'est une graine pour les oiseaux. Il détaille bien pourquoi. Donc il nous parlera des biscottes, des pâtes, comme étant aussi difficiles à digérer, et du riz et de toutes les céréales en final, y compris les pseudo-céréales comme le sarrasin. C'est intéressant parce qu'il liste vraiment tous les produits en final, donc ça permet de se situer. Donc l'homme est-il granivore? En final, les céréales sont déséquilibrées en acides aminés essentiels. Comme il disait tout à l'heure, si on a une alimentation qui rentre bien dans le cadre, on peut être capable d'en synthétiser une partie. Donc là encore, ça dépendra des cas, est-ce qu'on est pléthorique ou pas, quelle est notre constitution, on est tous différents bien sûr. Sucre lent ou pas, après digestion laborieuse, donc c'est long, donc c'est lent, on aura un apport massif de sucre dans l'organisme. Donc non, ce n'est pas un sucre lent, puisque quand il est digéré, il arrive de manière massive, et on aura les mêmes soucis de sucre dans le sang, etc. Quelque chose d'intéressant, c'est que les céréales, en final, dans le processus d'élimination, va mettre l'appareil respiratoire fortement à contribution. Quelque chose que l'on n'imagine pas. En final, les transformations carbone et autres en gaz carbonique, la voie d'élimination naturelle, ce sont les poumons. D'ailleurs, au passage, les oiseaux ont des sacs aériens dédiés pour ce travail-là. On peut par exemple mesurer son pouls après avoir ingéré des céréales et voir si ça provoque une augmentation du pouls. Ça provoque un travail supplémentaire, donc une dépense d'énergie supplémentaire. Donc en conclusion, les céréales usent poumons et cœur. C'est un aliment de compromis. Tout un chapitre sur les légumes, les légumineuses et les légumes secs. Là encore, produit essentiel pour certains végétariens, végétaliens. Il détaille assez ça, et sa conclusion, c'est que c'est entre aliments de compromis et de dégénérescence. C'est à utiliser avec précaution pour les personnes qui sont à digestion laborieuse. C'est riche en sels minéraux et en vitamines, c'est nourrissant, mais c'est difficile à digérer du fait de son association en protéines et en glucides. Au passage, beaucoup de légumes secs se font tremper et germer. On a encore tous les avantages d'un produit qui va être beaucoup plus facile à digérer. Un chapitre sur les produits laitiers. Donc, pour faire court, en final, un lait bio est pratiquement dépourvu de toxiques d'origine, qui se retrouvent dans la viande. Il est à la sortie de la mamelle vivant. Pour le coup, on peut dire que c'est sa forme quelque part la plus facile d'un point de vue digestion. En parlant bien sûr du fait le lait de vache est décalé dans ses apports par rapport au petit veau qui a des besoins qui ne sont pas celui de l'être humain. Les laits fermentés sont sûrement le moyen le plus naturel au niveau conservation et prédigestion. Les fermentations qui se situent entre 20 et 30 degrés, comme par exemple le fromage blanc qui du coup est le plus naturel et le plus digeste. Les yaourts qui peuvent être fermentés à 56 degrés, sauf si on les fait nous-mêmes, on peut contrôler la température, seront du coup plus acides et avoir une digestion du coup un peu plus délicate. Donc il parlera des différents types de fromages, que ce soit à pâte pressée, crue, qui du coup est assez digeste, en passant par les pâtes cuites, etc. Donc je vais faire court, le produit laitier est un aliment de compromis, et là encore tout dépend de la catégorie des aliments que l'on va ingérer. Les corps gras manufacturés, là aussi la consommation a augmenté énormément, alors qu'on est de moins en moins sollicité musculairement. Donc c'est sûrement une aberration, comme on peut le comprendre.
les corps gras manufacturés sont des aliments de compromis, sont à consommer modérément, avec des périodes passagères d'abstinence, surtout pour les personnes âgées. Du beurre cru par exemple, c'est intéressant, de l'huile d'olive, etc. Comme compromis, ponctuellement, et en variant, ce sont ses propres mots, qui sont aussi souvent les miens. Donc les œufs, bien au final les œufs c'est pareil, hein, ça va dépendre de chacun. Ça peut être assez toxique si on est fragile du foie. Alors on peut être fragile du foie en général ou ponctuellement en fonction des sujets précédents ou d'autres. Donc à prendre en compte là aussi. Par exemple, sa digestion peut être attestée après un jeûne. On fait un petit jeûne, il peut être court, et puis on mange un œuf, et puis on voit ce que ça provoque, on écoute nos ressentis. Le blanc est indigeste, hein, cru, et du coup son albumine est intéressante, en tout cas, et plus digeste quand on a un blanc qui est juste coagulé, par exemple cuit à la coque. Il devient à nouveau indigeste, cuit sur le plat ou cuit dur, parce qu'il sera du coup beaucoup plus compliqué à digérer et à assimiler. Donc c'est un aliment de compromis en pensant bien à son foie. Il nous parle du miel comme un sucre concentré aussi, donc aliment de compromis. Donc la conclusion sur les aliments de compromis, c'est qu'ils sont utilisables ponctuellement ou en cas de difficulté pour aller vers une alimentation idéale. Alors les aliments idéaux après, donc on va parler des légumes, donc des légumes féculents. Là encore, il va détailler tous les légumes, en final pommes de terre, patates douces, etc. en citant pourcentage de sucre avec protéines. Les topinambours et tous les vieux légumes aussi ne seront pas épargnés. Donc intéressant là encore pour se rappeler que des légumes, il y en a plein. Il y a plein de manières de les préparer. Bien sûr, ça fait partie des aliments idéaux, donc le mieux c'est d'en rajouter un maximum hein, dans des bonnes associations. Ils sont vraiment adaptés et souvent le fait de les rajouter tout simplement fera moins de place aux aliments de compromis ou aux aliments de dégénérescence. Donc les légumes racines, les légumes bulbes, tout ça il le détaille. Il va parler par exemple des oignons qui contiennent du soufre, donc c'est moins indigeste quand c'est cuit par exemple. Donc voilà, toutes ces petites notions que l'on peut intégrer dans notre manière de préparer nos plats tous les jours. Donc la liste sera longue, hein. Les artichauts, ils sont indigestes quand ils sont très cuits par exemple. Donc toujours des petites astuces sur, les fenouils j'adore ça, mais en final, c'est plutôt à manger cru ou peu cuit. Mais c'est un stimulant, donc c'est à manger avec modération, donc là encore varié. D'où le fait d'augmenter sa palette de sources. Hein. Sur les marchés, il suffit de voir sur l'étal les légumes qu'on ne mange jamais. Juste demander en final comment les faire cuire ou ça peut appuyer ce genre de conseils pour prendre en compte la manière de le consommer. Il peut y avoir des petites surprises. Mais si on varie, et si on mange plutôt cru et plutôt peu cuit, en général, on sera plutôt dans le cadre. Donc sa conclusion, les légumes frais sont des aliments idéaux. Mais il insiste, hein, aucun aliment n'est un remède, c'est le corps qui fait le boulot. Donc dans tous les cas, c'est donner des conditions. Et l'alimentation n'est pas le seul aspect de notre santé. Les fruits. Ce qui est essentiel, c'est qu'ils doivent être cueillis à maturité. Et là, pour le coup, c'est délicat par rapport à nos achats. Donc le mieux, c'est du local, de saison, bien sûr. Et la maturité, on peut, là encore, la retrouver. On peut aller cueillir nos pommes maintenant. De plus en plus de paysans ouvrent à la cueillette. Il parlera d'après donc des fruits à queue. Là encore, en détaillant beaucoup de choses. Au passage, le foie, encore lui, c'est l'organe de mise en réserve et de mobilisation des vitamines. Donc les fruits à queue sont très importants pour le foie. Ce sont des aliments qui vont permettre de le soutenir, et avec ses apports de vitamines, c'est un ami du foie. Ce sont des amis du foie. Il va détailler tous les fruits, là, au final, hein, de la myrtille, en passant par les oranges, le pamplemousse. Donc, est-ce qu'ils sont bien... quel type de vitamines? Est-ce qu'ils sont plutôt doux, acides? Voilà. C'est intéressant de savoir s'ils sont très digestes ou pas, quelle quantité apporter pour rester dans des quantités raisonnables qui ne demandent pas trop de travail à l'organisme pour ne pas trop entraîner de fatigue. Les fruits amylacés qui contiennent du coup plus d'amidon, typiquement la banane. Hein. Alors quand on dit qu'elle est difficile à digérer,
Oui, quand elle n'est pas mûre, pas assez mûre, puisqu'en final c'est de l'amidon qui du coup va demander beaucoup de travail pour être transformé. Donc la banane est facile à digérer quand elle est mûre, donc quand une peau est noircie et qu'elle commence à être plus sucrée, donc les sucres seront plus simples et seront assimilables. Et en tout cas, ça reste un stimulant et leur consommation provoque en final aussi potentiellement des petits troubles digestifs. Donc là encore, c'est pas non plus le produit à manger en grande quantité ou tous les jours. Il nous parle des châtaignes aussi, en détaillant ses apports. Les fruits oléagineux, donc on a des oléagineux essentiellement lipidiques. Attention aux produits industriels, par exemple les olives. Il convient d'être prudent sur les olives. Tout ce qui peut être saumure, etc., va faire des aliments en final transformés. Donc pression à froid, l'huile, bien sûr, est excellente à utiliser là encore de manière variée. Il nous parle des fruits oléagineux protidiques, donc par exemple tout ce qui est amandes, etc. Donc là encore, beaucoup de choses à prendre en compte. Au final, c'est bon, ok, ça a des apports sympas, mais pas tous les jours non plus. C'est très nourrissant et c'est difficile à digérer. La plupart de ces oléagineux sont difficiles à digérer à cause de la proportion lipides. L'amande, c'est 55% de lipides. Donc au niveau digestion, il faut séparer tout ça. Donc, à faire tremper, c'est mieux, et varier entre les différentes sources. L'arachide, qui est une légumineuse, en final, elle est indigeste. Elle doit être consommée avec précaution, par exemple. Donc il nous parle des noisettes, des noix, avec sa digestion souvent laborieuse aussi. À tremper, par exemple, ça permet d'enlever la peau, qui peut être source d'aft, à cause des moisissures présentes dans la peau. Donc, voilà. Noix de pécan, pignons de pain, pistache et compagnie. Donc bien sûr, ce sont des apports intéressants dont on retiendra une difficulté de digestion pour certaines personnes. Donc à utiliser avec une écoute de ce que ça peut aussi nous apporter comme difficulté digestive par exemple. C'est au passage un rappel que effectivement plus on consomme des aliments qui sont aisés à digérer et à assimiler pour nos apports cellulaires, plus c'est rentable pour l'organisme, plus il nous restera d'énergie vitale pour le reste. Il restera donc à chacun de déterminer la quantité et la qualité. Après, tout un chapitre sur l'alimentation humaine. Là, je vais faire un peu plus court. C'est intéressant, on va se retrouver sur pas mal de débats sur mais avant, on mangeait de la viande, etc., etc. Donc, ce qui est sûr, c'est qu'il convient d'être prudent par rapport à ce qu'on a pu analyser sur les restes humains retrouvés de ci, de là. Il est quand même fort probable que la première source de nourriture était les fruits, les tubercules, les racines, et que les produits carnés sont apparus ultérieurement. C'est en tout cas sa conclusion. On peut faire une petite étude morphologique comparée de manière assez classique. Shelton a fait ce travail en parlant d'une mâchoire qui est plus allongée chez l'homme par exemple, qui du coup nous rend difficile la nourriture plutôt carnée bien sûr pour pouvoir... c'est quand même difficile de mâcher de la viande. Nos incisives, les muscles masticateurs. On a dans le livre ce schéma pour insister sur la partie stomacale, pour pouvoir comparer vraiment la différence entre un herbivore qui va avoir plusieurs poches, la partie du foie aussi qui est énorme pour les carnivores, et qui est capable de détruire 10 fois plus d'acide urique que nous, d'où cette notion d'acide urique qu'on va retrouver. Pour nous, c'est un souci, cet acide urique, parce que le foie n'est pas capable d'en détruire autant qu'un carnivore. Et les intestins qui sont plus courts, typiquement sur un carnivore, que sur l'homme. Donc voilà, cette analogie comparée dont on parle de temps en temps est bien abordée dans ce livre. Elle nous permet un peu mieux de comprendre pourquoi typiquement la digestion de la cellulose va être compliquée chez certains et pas chez d'autres. Donc nos caractéristiques morphologiques sont celles d'un primate frugivore dans cette anatomie comparée.
Donc le classement des aliments, chacun pourra établir le sien en fonction de ses compréhensions et de ses expériences de tout ça, hein. C'est des bases, c'est un cadre, et ce qui est d'ordre 1, c'est la compréhension de chacun. Donc ça peut paraître un peu compliqué, et ça se fait petit à petit, en se plongeant dans des lectures, en se plongeant dans différentes sources d'informations pour améliorer sa compréhension. Un chapitre sur le comportement alimentaire des humains au cours des âges. Donc prudence, hein. Quand on était dans un climat chaud et feuillu des tropiques, effectivement, on n'était sûrement pas dans les mêmes conditions pour nos sources d'alimentation. Effectivement, à partir d'un moment, en fonction des explorations et des territoires qu'on a voulu conquérir, on est allé vers d'autres types d'alimentation. Voilà. Mais à quel prix? C'est la question qui reste posée. C'est déjà en partie y répondre, mais nos maladies de civilisation sont très probablement dues sur une partie pour l'alimentation, mais pas que. Il y a bien sûr la gestion des émotions, etc. etc. Un chapitre très intéressant sur l'état sanitaire de quelques groupes humains. Il nous parle d'une peuplade du Cachemire du Nord Pakistan, les Hunza, qui en final sont en pleine santé jusqu'à des âges très avancés. Faut savoir qu'ils sont en semi-jeûne au printemps, parce qu'en final, à la fois, ils n'ont plus grand-chose à manger et il y a les travaux agricoles. Ils sont d'une humeur très heureuse tout le temps, et ils ont une vie spirituelle très riche. Donc on voit là encore qu'il n'y a pas que ce qu'ils mangent qui peut expliquer leur longue longévité. Il parle aussi d'autres peuplades, en citant par exemple dans le Caucase, l'autorité du vieillard avec son expérience et ses connaissances. Voilà, ça fait écho aussi avec ce qu'on peut faire nous aussi de nos anciens. Weston Price a fait beaucoup d'études sur les caries dentaires de 1931 à 1937. Et il constatait que dès qu'un groupe primitif entrait en contact avec une alimentation moderne, il perdait en santé, et ça se trouvait au niveau des caries. C'était un signe qui en final ne trompe pas. Donc les caries, c'est pas dû au sucre principalement, c'est bien là aussi une approche globale. La conclusion, c'est que l'homme peut détruire en quelques générations son état sanitaire comme les animaux. Il y a eu Francis Mackay en France qui a fait connaître les travaux de Price et qui disait les états de dégénérescence sont probablement accélérés par une substitution sans transition du régime modernisé vers le régime primitif. Conclusion, éviter les ruptures brutales. J'y reviendrai sur ma conclusion, mais toutes ces informations-là ne veulent pas dire que vite dit, faut tout changer, quoi. On peut rajouter des légumes, ça fera pas de mal, mais doucement sur les changements. Il nous parle des végétariens, hein, avec différents aspects, pourquoi le végétarisme. Intéressant là encore, pour séparer les différentes approches, et puis éviter les dogmes, et puis peut-être aussi éviter les étiquettes, pour éviter de s'enfermer dans des cadres où on va se forcer à ne plus sortir, alors qu'en final, par moment, on peut avoir besoin de sortir du cadre en s'écoutant. Donc voilà, sa conclusion à lui, c'est que dans ce livre, il expose les bases. Il a un autre livre qui s'appelle La pratique de l'alimentation de santé, dans lequel il détaille comment mettre en pratique ces bases. En approfondissant bien ces bases, on a déjà toutes les clés pour fonctionner soi-même. Voilà, maintenant pour ce qui me concerne, ne pas oublier que l'on parle de nourriture, on parle de ce qui nourrit nos cellules, on parle de bilan énergétique global, ça c'est essentiel, donc de notre vitalité. Quand on peut parler après de fatigue chronique haute, on peut tous, je pense, s'interroger sur quel est mon niveau de vitalité. Et notre vitalité, on en a besoin, pourquoi ? Pour être en joie tout simplement, pour œuvrer vers ce qui nous fait plaisir, mais parfois pour combattre des choses qui nous arrivent, hein, virus, bactéries, que sais-je. Notre vitalité, elle était essentielle pour se maintenir en vie, en bonne santé, le plus longtemps possible. Je suis conscient que ce genre de livre apporte beaucoup d'informations, qu'il peut provoquer des rejets, parce qu'effectivement, on a des choses qui peuvent faire réagir, disant je comprends pas, je croyais que. D'accord, c'est vrai. Donc, faisons nos expériences en toute honnêteté, et puis sincèrement, c'est facile de voir qu'on peut avoir beaucoup d'intérêt en appliquant ces quelques principes. Tout ce qui est analyse sur la viande, souvent ce sont des analyses qui ne sont pas assez globales.
c'est difficile d'avoir toujours une vue très 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 globale. Donc, sur la viande, on peut s'observer. À mon avis, c'est sûr que dans la plupart d'entre nous, on peut diminuer sa consommation. Il y a des périodes où, à la rigueur, on n'a pas à se forcer à aller chercher de notre viande. On en a bien assez comme ça des produits animaux. Les sucres industriels, pas besoin d'en rajouter, c'est clairement hyper négatif. On peut les éliminer le plus possible et quand on utilise des aliments bruts, c'est pas la peine d'en rajouter, donc au moins on va pouvoir les éviter. Les alcaloïdes, c'est peut-être la partie la plus, on va dire, nouvelle pour certains. Le café par exemple, combien de personnes me disent je pourrais jamais me passer du café. Eh bien en fait si, ça se fait même pour ceux qui ne peuvent pas s'en passer, on va dire. Remplacez-les par autre chose. Alors ça peut être un jus de légumes par exemple, on va dire à l'extrême, pour ceux qui du coup voudraient avoir des apports en micronutrition. Mais ça peut être aussi des succédanés de café. On a même des produits sans caféine qui sont faits pour du café filtre, qui peuvent même se mettre dans les cafés expresso. On a un produit qui est bien amer, qui est avec zéro caféine, qui peut faire un bon produit de substitution. L'idée, sincèrement, c'est de garder une boisson plaisir, pour ceux qui vraiment... c'est de garder potentiellement une boisson coup de boost, parce que ça peut arriver qu'un matin, on ait besoin de faire des choses, parce que c'est comme ça, et qu'on n'ait pas l'énergie, et qu'un café fasse œuvre pour l'énergie. On prendra en compte qu'on a consommé de l'énergie, et qu'on devra plus se reposer après. Ça reste un poison gênant pour la plupart d'entre nous. C'est idem pour le chocolat. On conseille le chocolat à 90%, 100%. Au final, c'est le pire au niveau bromotéine. Et du coup, c'est pas si simple. Donc là encore, le mieux, c'est de temps en temps, comme aliment plaisir, pourquoi pas, mais bien prendre en compte qu'on use notre système nerveux. Alors oui, ça fait du bien, mais ça fait aussi du mal en effet rebond, donc à intégrer et donc doucement quelqu'un qui mangeait son chocolat tous les jours, si d'un seul coup il passe à zéro, ça peut passer pour certains. Si ça provoque des effets houleux, on y va doucement. Et puis varier, bien évidemment, ça reste une solution. En plus, si on varie, plutôt de se retrouver sans chocolat le soir, si on a varié en faisant tremper des noix ou des amandes et en mangeant ça en remplacement, et voilà, le chocolat il sera oublié parce qu'on aura mis autre chose à la place. Donc surtout, c'est avoir en tête que les dépenses d'énergie vitale qui sont associées à tous les produits classés dans la dégénérescence, et bien au final cette énergie va nous manquer. Par ailleurs, et si c'est pendant trop longtemps, on va tout simplement épuiser nos ressources vitales, et notre belle machine du coup aura du mal à fonctionner normalement. Donc en conclusion, 2 approches je pense sont possibles. Soit j'ai une situation de santé qui ne me convient pas, et là pour le coup je mets un maximum de chance de mon côté et je vais appliquer petit à petit une majorité des conseils qu'on a pu voir, et on va observer des bienfaits fantastiques. Deuxième cas, je n'ai pas envie de changer autant de choses, on peut faire des adaptations simples. On peut aussi se faire accompagner pour voir quels seraient les sujets prioritaires en fonction de son cas de figure et de son terrain. Ça peut être bien d'être aidé, parce qu'effectivement on peut être un peu perdu. On peut aussi tout simplement faire 3 semaines en mode un peu détox, c'est-à-dire on va supprimer pour le coup dans les aliments de dégénérescence pas mal de choses, mais on va avoir en tête que c'est que pour 3 semaines. Si ça dure une semaine, déjà on verra des choses. Mais on est dans une étape, c'est court à l'échelle d'une vie, et les observations peuvent être très riches d'enseignements et nous donner un vrai envie et un vrai courage pour en faire plus, et ça peut vraiment valoir le coup. Et enfin, l'alimentation, c'est un sujet important, mais ce n'est pas le seul. Il conviendra donc de ne pas tout miser sur l'alimentation. Et donc faisons nos expériences dans la joie et pour notre plus grand bien. Voilà pour le résumé de ce livre.